Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous. Merci de toujours nous préférer. Quel temps fera-t-il demain? Allons à la découverte du ciel pour le savoir. Voilà 4 rubriques que nous avons au menu de ce soir. De nouveaux métiers sont apparus avec l'avènement du numérique et le Bénin n'est pas resté en marge de l'évolution du monde. De plus en plus de Béninois choisissent d'être blogueurs et une association de blogueurs a même été créée à cet effet pour réguler le secteur. Quel est le rôle du blogueur dans la société? On en parle avec l'expert du jour ce soir. Le côlon, un organe dont on ignore souvent l'importance. À quoi sert-il et quel est son mode de fonctionnement? Heureuse d'annoncer son invité nous en parle de nature et bien-être. Journée mondiale du bénévolat, c'est aujourd'hui 5 décembre 2018. Autant savoir se propose de vous plonger dans le monde des bénévoles au Bénin pour voir un peu le chemin parcouru. Le monde agricole nous amène à la découverte d'une filière qui fait ses preuves au Bénin, le machinisme agricole. De quoi s'agit-il véritablement? Restez avec nous pour le savoir avec Heureuse d'annoncer, que dis-je, Estelle Pazou et son invité. Et oui, Heureuse est restée dans mon esprit. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Vous le savez, Amandine Agnambossou est encore avec nous ce soir. Nous la laissons pour la présentation des titres. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Dans le 19h45, ce soir, nous parlerons de la COP24. La rencontre réunit les participants de plus de 200 pays. Les organisateurs ont pris des mesures afin de préserver l'environnement. William Tchoki nous fera un point de l'ambiance à Katowice. Nous parlerons également du séjour du vice-premier ministre belge au Bénin la semaine dernière. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat qui lie les deux pays, surtout dans les domaines des violences faites aux femmes et la planification familiale, et puis des innovations technologiques pour mieux assurer la sécurité au Bénin. La police républicaine s'inscrit dans cette logique. L'atteinte des objectifs sécuritaires du Bénin passe désormais par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Très bonne nouvelle pour la population. Amandine Agnambossou, on a hâte de vous retrouver à 19h45 pour le journal. En attendant, le premier plateau du Grand Rendez-vous peut s'installer. Autant savoir. Voilà, merci à notre invité qui nous a rejoint avec Autant savoir. On s'intéresse au bénévolat au Bénin. On parle du chemin parcouru. Bonsoir, monsieur Ardoris Evra Zekber.
Bonsoir, Madame Agnat. Alors, vous êtes le vice-président national de AIESEC Bénin. Exactement, en Alors, charge des partenariats, de la finance et de la légalité au sein du AIESEC au Bénin. d'accord. Alors, avec vous, on s'intéresse au volontariat, mais avant tout, levons un peu l'équivoque entre le bénévolat et le volontariat. Exactement. Il y a réellement un équivoque à lever parce que c'est deux statuts distincts. Quand on parle de bénévolat, c'est un engagement libre et sans condition. Il n'y a pas de condition d'âge, par exemple, ou de condition de diplôme. Contrairement au volontariat, qui est beaucoup plus un engagement de volontaire, mais contractuel. Donc, les volontaires sont censés travailler pour un objectif et ils ont un contrat qu'ils doivent respecter. Donc, voilà un peu ce qui concerne la différence entre un volontaire et le bénévolat. Alors, au Bénin, qu'est-ce qui est beaucoup plus commun? Est-ce que nous avons beaucoup plus de bénévoles que de volontaires? Alors, il faut dire qu'au Bénin, nous avons beaucoup plus de volontaires parce que nous avons la majorité des organisations de société civile qui sont beaucoup plus dans du volontariat. Donc, contrairement à d'autres pays, c'est beaucoup plus en Europe, par exemple, que nous avons des bénévoles où on a des personnes âgées même qui, dans leur communauté, veulent faire un pas de plus ou aider la communauté ou par rapport à un projet spécifique dans la communauté, faire un don, ainsi de suite. D'accord. Alors, pour vous, est-ce que c'est forcément les jeunes qui devraient s'intéresser au volontariat ou c'est ça peut impacter toutes les couches de la société? Il faut dire qu'il y a des réglementations quand même, parce que par exemple pour le volontariat, il y a un âge donné de 18 ans à 28 ans par exemple pour être volontaire. Donc on a plusieurs programmes comme ça, que ce soit au Bénin, que ce soit avec par exemple le système des Nations Unies, où c'est 16 ans à 28 ans, par exemple, pour les systèmes des Nations Unies. Donc, une personne âgée de près de 30 ans, 40 ans ne pourra plus être volontaire. D'accord. Donc, il y a de ces conditions qui sont sur le terrain et qui empêchent quelquefois des personnes de pouvoir être quand même des volontaires. Alors, ça veut dire qu'au-delà de 28 ans, on ne peut être que bénévole, on ne peut plus être forcément volontaire. Volontaire, c'est bien ça. D'accord. Mais déjà ici, on revient un peu sur le volontariat, puisque au Bénin, c'est encore ce qui a le plus cours. Dites-nous un peu, les volontaires du Bénin sont souvent intéressés par quoi? Il faut dire qu'au Bénin, c'est beaucoup plus les organisations de jeunes, les organisations de la société civile, dont nous faisons partie la plupart du temps, qui reçoivent des volontaires comme ils envoient des volontaires. Donc ces jeunes sont beaucoup plus intéressés à gagner de l'expérience parce que ça leur permet quand même de pouvoir tomber des débouchés sur l'emploi. Il y a un petit équivoque qu'on doit lever aussi par rapport à un débat qui se pose surtout quand on parle du volontaire qui est salarié. En réalité, il n'y a pas de volontaires salariés ou il n'y a pas une règle qui dit qu'un volontaire pourrait devenir un salarié. Les volontaires, eux, ils reçoivent des indemnités. C'est un peu comme des stages dans des entreprises. Donc, c'est assez clair. On sait que la personne y vient pour un objectif donné, pour apporter un plus. Mais il peut recevoir des indemnités, mais pas de salaire. Donc, il y a cette différence-là qu'il faut faire aussi entre des salariés et des volontaires dans des entreprises. Donc, un volontaire ne peut pas être un salarié, c'est normal, puisqu'il est dans le volontariat. Il reçoit juste peut-être des indemnités pour tout ce qu'il aura à faire. À faire les courses, ainsi de suite, pour pouvoir quand même le supporter dans sa volonté, parce que c'est quand même une volonté de pouvoir apporter une aide à la société. À la société. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on devient volontaire ici au Bénin? D'accord. Donc, au Bénin, nous avons plusieurs programmes. Nous avons des organismes de la société civile, comme je l'ai dit, par exemple, il y a des processus. On a, par exemple, France Volontaire qui est présent au Bénin, qui permet, et en collaboration actuellement avec l'OBSVJ, l'Office béninois de services de volontariat, qui font un programme assez intéressant pour quand même envoyer des jeunes en France pour pouvoir travailler dans un domaine donné. Donc, on a ce processus-là, par exemple. C'est un échange volontaire, il y a des volontaires béninois aussi qui vont là-bas? Exactement. Exactement. L'année passée, par exemple, il y en a au moins 5. Et tout dernièrement, le 30 octobre, on a célébré ici à l'Institut français au Bénin, la journée du volontariat français, où il y avait ces Français qui ont fait des témoignages et aussi des Béninois qui étaient en France dans un programme donné de volontariat, qui ont fait leurs témoignages avec d'autres volontaires. D'accord. Aujourd'hui, les volontaires du Bénin, ils servent véritablement à quoi? Ils s'intéressent à quoi? Quel est le secteur d'activité dans lequel ils arrivent à impacter? En parlant du secteur d'activité, ils sont beaucoup plus intéressés par l'entrepreneuriat aujourd'hui, surtout au Bénin, où c'est quand même le secteur phare où beaucoup de jeunes se rudent actuellement. Donc, beaucoup sont intéressés par l'entrepreneuriat. On a aussi le développement communautaire. Donc, les volontaires peuvent venir d'un peu partout pour pouvoir travailler, par exemple, dans un projet de salubrité ou de sensibilisation de la population par rapport aux déchets, par exemple, ainsi de suite. Donc,
ils sont beaucoup plus intéressés par l'entrepreneuriat. D'accord. Maintenant, les volontaires, est-ce qu'ils ont des droits particuliers? En matière de droit, il y a un contrat qui régit le volontariat. Donc, comme je disais, quand c'est le volontariat, c'est contractuel. Donc, quand ils signent, par exemple, un contrat, ils savent qu'ils ont des objectifs à atteindre et ils ont aussi leurs droits en tant que tout être humain. Donc, voilà un peu. Il n'y a pas de droit particulier pour les volontaires. Il n'y a pas de droit particulier? Non. Et compte tenu de chaque organisation, parce qu'on a, par exemple, moi, je suis, par exemple, de AISEC, qui est une organisation internationale de jeunes et de récents diplômés. Donc, ce que nous faisons, par exemple, à AISEC, c'est que nous avons tout un contrat qu'il doit signer. On a, par exemple, l'assurance vie, qui fait partie des contrats que le volontaire doit signer pour pouvoir s'assurer quand même de sa santé, de sa bonne santé dans le pays, quel que soit-il pas, ou quel que soit quand on reçoit des volontaires. Alors, c'est déjà beaucoup, hein, une assurance vie pour le volontaire, mais est-ce que c'est la seule chose qu'elle ait vraiment droit? Est-ce qu'il n'a pas des droits qui encadrent un peu son activité pour lui permettre de pouvoir être volontaire tout en se préservant dans la société? Dans la société. Comme je l'ai dit, de façon générale, il y a des droits à toute personne, mais de façon précise, nous n'avons pas des droits qui vont dans le sens spécifique exactement aux volontaires. C'est peut-être en fonction du secteur dans lequel il exerce en tant que volontaire. C'est peut-être en fonction de ça aussi que les droits évoluent et tout. Mais déjà, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a des difficultés à être volontaire ici au Bénin? Des difficultés spécifiques au volontariat béninois? Si, on va parler en termes de difficultés. Il y a des difficultés dans la majorité de toutes choses, mais en termes de volonté, des difficultés pour le volontariat, c'est beaucoup plus, par exemple, la culture. La première des choses comme difficulté, c'est la culture. Quand, par exemple, un jeune béninois quitte son milieu d'environnement, il va dans un autre pays, c'est pas tout de suite aisé de pouvoir s'adapter à la culture. C'est pareil quand on reçoit des jeunes de peu partout du monde pour des projets ici au Bénin, c'est aussi difficile de s'adapter. On a eu de ces témoignages, par exemple, d'une Allemande qui était venue au Bénin et c'était difficile pour elle. Quand on prend le cas des Kekenon, là-bas, ils n'ont pas de Kekenon tout de suite. Donc, la culture, s'adapter à la culture ou à chaque fois appeler un zé, ainsi de suite. Donc, c'est de cette difficulté. Au-delà de ça, on peut avoir des difficultés au niveau nutritionnel, par exemple, aussi. Des aliments qui ne sont pas toujours adaptés au régime de la personne ou à la manière quand on passe d'une communauté à une autre. Bien sûr. D'accord. Mais déjà, dites-nous, est-ce que les communautés dans lesquelles le volontaire essaie de s'intégrer, ces communautés-là cueillent véritablement à bras ouverts et comprennent que le volontaire est là aussi pour accompagner la communauté? La majorité du temps, au Bénin, on est beaucoup plus accueillant. Donc, la majorité du temps, c'est assez facile à ces personnes-là de s'intégrer dans des familles, parce que quelquefois, il y a des familles d'accueil même de ces volontaires qui le reçoivent pendant leur séjour ici au Bénin. Donc, c'est assez intéressant et assez facile pour ces personnes-là. Et la façon dont on est beaucoup accueillant, donc ça aide ces personnes-là aussi à vivre réellement une meilleure expérience ici dans le pays. Donc, la plupart du temps, il y a des difficultés, mais la plupart du temps, ils s'adaptent et ils sont beaucoup plus intéressés à revenir, par exemple. On a de ces témoignages où, après d'avoir fait un certain moment, même à leur retour dans le pays, ils veulent quand même que d'autres personnes viennent vivre cette même expérience. Donc, ça voudrait dire quelque part qu'ils ont quand même vécu une très bonne expérience s'ils le recommandent. Donc, voilà. D'accord. Mais le volontariat au Bénin, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est bénéfique pour ces volontaires qui sont intéressés? Aujourd'hui, par exemple, nous avons beaucoup de problèmes et comme je le disais tout à l'heure, c'est assez intéressant aujourd'hui de faire partie d'une organisation de la société civile pour pouvoir quand même prendre part à ces expériences parce que ce sont des expériences qui aident en réalité la personne à se construire. Ce sont des expériences qu'on peut faire valoir sur son CV dans beaucoup d'autres activités pour pouvoir atteindre un jour, par exemple, un bon emploi ou un emploi bien rémunéré. Donc, c'est toujours avantageux à tout jeune de pouvoir faire partie d'une organisation et de prendre part à ces opportunités de volontariat. Donc, voilà un peu. Hier, par exemple, nous avons fait une caravane par rapport à la Journée internationale du volontariat. Le 10 décembre prochain, au Bénin, ça sera l'édition prochaine. Donc, le 10 décembre, nous avons la cérémonie officielle de la Journée du volontariat. Donc, qui va se faire à la salle Saint-Charabel de Akpakpa. D'accord. Mais déjà, revenons un peu sur les volontaires béninois. De tout temps, il paraît que les parents n'étaient pas vraiment intéressés à laisser leurs enfants s'intéresser au volontariat, permettez la tautologie. Mais aujourd'hui, on a un peu plus d'engouement au sein des volontaires béninois. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il faut dire que les mentalités ont commencé par changer parce que
il y a une différence nette entre un jeune étudiant, par exemple, volontaire dans une organisation, qu'un jeune étudiant juste étudiant. Donc, la différence se fait dans le sens où ces personnes-là sont beaucoup plus actives, ces personnes-là sont beaucoup plus dynamiques. Les jeunes étudiants qui sont dans des organisations qui leur permettent quand même de faire du volontariat, de donner de leur temps et d'atteindre un objectif, de vivre des expériences pratiques dans des environnements challengeants. Donc, il y a cette différence-là qui se fait voir de plus en plus au niveau des enfants et des étudiants. Donc, à la vue de ça, les parents sont beaucoup plus aisés, ils sont beaucoup plus ouverts actuellement à laisser leurs enfants aller maintenant vers ces organisations de jeunes qui leur permettent quand même d'être des volontaires pour ces organisations et de faire un impact positif dans la société. D'accord. Quand on se tient au fait que pour être volontaire, la parenthèse, c'est entre 16 ans et 28 ans pour la plupart, c'est le moment où le jeune est en train de se construire, il va à l'école, il étudie, il est dans les études. Est-ce que concilier les deux, ce n'est pas parfois préjudiciable pour l'avenir au niveau des études? Les études. Ça fait partie des questions qui reviennent la plupart du temps quand un jeune veut pouvoir intégrer une organisation pour pouvoir être volontaire. Donc, il se demande comment faire la conciliation réellement entre ses études et les temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce n'est pas à plein temps dans les organisations. Donc, c'est juste un moment, par exemple, si nous prenons le cas de certains étudiants, si je prends le cas de l'ENIAM, qui est une école nationale d'économie appliquée, par exemple, la façon dont ça se fait, c'est qu'ils finissent ses cours à 13 heures. Donc, ils ont peut-être 2 heures, 3 heures pour pouvoir vaquer à une occupation de l'organisation. Et ensuite, par jour? Par jour, oui. Ou quelquefois même par jour. Il y a c'est bien défini. Donc, le volontaire, quand il vient... C'est pas forcément tous les jours? Non, pas du tout. Quand il vient, il sait que, par exemple, cette semaine, j'ai 3 heures de volontariat à faire. Et il a des tâches très bien définies. Donc, ça peut être dans la soirée carrément, où il n'a pas besoin d'être présent physiquement quelquefois pour certains travaux, comme ça peut être des projets sur lesquels on aurait besoin de sa présence physique, où il doit être présent. Donc, ça varie en réalité d'organisation à organisation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas à plein temps. Et toute personne peut, quand même, c'est une capacité en réalité qu'on développe aussi en essayant de faire plusieurs choses à la fois et de pouvoir quand même avoir cette capacité-là de concilier plusieurs choses, le volontariat, faire un impact dans sa société et en même temps ses études dans le monde professionnel. Ça vous apprend à avoir plusieurs cordes à votre arc, certainement. Mais déjà, je me demande si ce n'est pas limitatif au Bénin, le fait que ce ne soit que forcément des jeunes qui ont étudié, qui aient accès au volontariat. Est-ce que ce n'est pas possible qu'on puisse avoir aussi des personnes, peut-être des jeunes déscolarisés, qui ont envie d'être volontaires et d'impacter positivement leur société? Ça devrait peut-être être un peu plus ouvert, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, mais dans ces conditions, en réalité, on vient à l'aspect bénévolat, où on n'a pas besoin de conditions de diplôme ou d'âge, par exemple, pour faire partie, pour être quand même quelqu'un qui veut faire de l'impact dans sa société. Donc, du moment où la personne n'est pas diplômée ou à un certain âge, au-delà de ce qui est conseillé pour les volontaires, et on passe beaucoup plus. On le reverse dans le bénévolat. Exactement. D'accord, vous aurez compris. Ardoris Evrat Zekber, vous êtes le vice-président national de AESEC Bénin. Et avec vous, on s'est intéressé au bénévolat et au volontariat dorénavant. J'espère que vous êtes mieux situés. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à une autre rubrique. Maurice Tonton s'impatiente. On le reçoit dans l'Expert. Voilà, l'expert est déjà là à nos côtés. On peut démarrer. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier de blogueur, un nouveau métier qui est apparu avec l'avènement du numérique. Vous le savez, nous recevons pour vous Maurice Tonton. Il est le président de l'Association des blogueurs du Bénin. Bonsoir Maurice Tonton, comment vous allez? Bonjour Agnès Bello, je vais bien et vous-même? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais il faut quand même dire qu'on est collègues. Hein. Je ne vous reçois pas seulement en tant que président de l'Association des blogueurs, mais vous êtes aussi un collègue. Bien sûr, vous faites bien de le préciser. D'accord. Alors, déjà, dites-nous, hein, pour vous, être un blogueur, c'est quoi? Être un blogueur, c'est très simple. C'est avoir un blog. Et donc, ça m'amène à définir le blog. Oui. Le blog, c'est un site personnel qu'une personne, qu'un individu crée sur Internet, donc un espace qui lui appartient et sur lequel il exprime ses points de vue, ses opinions sur un sujet précis et il peut l'exprimer de plusieurs manières. Il peut écrire des articles
de test. Il peut aussi faire de la vidéo, il peut aussi faire des audios ou aussi faire des caricatures, des dessins. Donc il y a plusieurs, c'est vraiment un espace de libre expression, et que ce soit sur le fond, le sujet, mais aussi sur la forme. Donc c'est chaque individu qui décide, qui choisit ce qu'il met sur son blog. À partir du moment où ça lui appartient et que c'est lui qui gère, c'est un espace qui lui appartient, c'est son blog personnel. Mais est-ce que cet espace d'expression-là n'est pas limitatif? Il n'y a pas de limites. On peut tout écrire, on peut s'exprimer sur tout. C'est vous qui décidez de ce que vous y mettez. On est libre totalement. En comparaison au métier de journaliste, par exemple, je pense que c'est le blogueur qui définit en fait sa ligne éditoriale. Si c'est sur ce point de vue, il n'y a pas de limite. C'est lui qui définit, qui écrit ce qu'il veut, qui définit le contenu de son blog. Mais cela dit, ça ne veut pas signifier qu'on va violer les lois de la République. Non, c'est un espace qui est aussi réglementé. Ce n'est pas un espace de non-droit. Ce n'est pas un espace de non-droit, et je le répète tout le temps, c'est un espace qui est aussi réglementé par toutes les lois de la République. Et aujourd'hui, nous avons le code du numérique qui est une sorte d'encyclopédie qui encadre tout ce qui est le cyberespace et tout ce qui se fait sur le numérique, avec les outils du numérique ou même dans le numérique, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, il s'applique aussi au blog, parce que le blogueur, c'est quelqu'un qui crée du contenu, c'est un producteur de contenu sur Internet. Et donc, les lois de la République, le code pénal, le code de procédure pénale, tout ça s'applique à cette personne. Donc, si vous faites de la diffamation, par exemple, sur votre blog, on peut vous interpeller. On peut vous interpeller, on peut vous poursuivre pour ça. Si vous faites la promotion de la pornographie ou de la pédopornographie, des choses comme ça qui sont punies par la loi, vous serez poursuivi par la loi. Vous tombez sous le coup de la loi, absolument, évidemment. Et ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri, vous êtes en dehors du pays, non. D'accord. Alors déjà, dites-nous, est-ce qu'on peut dire qu'être blogueur, c'est véritablement exercer un métier? Pour d'autres, c'est un job à la limite, ou peut-être une passion, mais est-ce qu'on peut dire qu'un blogueur, il peut vivre véritablement de ce métier et dire aujourd'hui, mon métier, c'est le blog, c'est être blogueur? C'est une question difficile parce qu'on peut répondre à la fois par la négative comme par l'affirmative. Tout est une question de mesure. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous créez un blog, impossible pour vous d'en vivre tout de suite. D'accord. Et a priori, un blog, pour devenir blogueur, on ne reçoit pas une formation dans une université ou dans une école spécialisée. Je n'en connais pas qui forment des blogueurs qui mettent sur le marché du travail. Vous n'avez pas cherché de l'emploi en disant que je suis blogueur, voilà, embauchez-moi. Non. Par contre, c'est une formation sur le tas qu'on apprend avec l'expérience de l'usage. Ça répond à ma question. Est-ce que pour devenir blogueur, il faut juste apprendre sur le tas, ou bien il y a peut-être des associations, des structures, des associations, des structures, même si ce n'est pas des universités. Voilà, ce n'est pas des centres académiques, ce n'est pas des centres de formation professionnelle, mais aujourd'hui, l'Association des blogueurs du Bénin, par exemple, organise régulièrement des sessions de formation plusieurs fois par an pour initier les personnes qui le souhaitent à devenir blogueur, à créer et à mettre... Aujourd'hui, l'association compte combien de membres? 52 membres au total qui sont dans l'association des blogueurs du Bénin. Et je vais poursuivre en répondant à votre question. Mais de notre côté, parlant donc du métier en griffe, parce que moi, je ne considère pas ça comme un métier. On vient d'abord par la passion, parce qu'on a envie de s'exprimer, parce que on a quelque chose à dire, on veut créer du contenu, les gens vont lire et vous faites des retours. Mais il y a des blogueurs, il y a des personnes qui créent tellement de contenu, des contenus tellement intéressants qu'ils acquièrent de l'audience. Et à partir du moment où vous avez de l'audience, c'est quelque chose que vous pouvez monétiser. Voilà, donc vous pouvez monétiser et en tirer des revenus, des recettes publicitaires, par exemple. Donc si vous avez un blog où il y a 20 000 personnes qui viennent vous lire chaque mois, ça intéresse forcément un commerçant ou une entreprise qui veut mettre des bannières publicitaires sur votre site. Et vous, ça vous permet aussi d'entretenir cette communauté, de vous entretenir et de continuer à étendre votre blog. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez tirer profit de votre blog. Mais aussi,
le fait que c'est un espace qui vous donne de l'audience vous permet aussi d'avoir accès à d'autres opportunités, d'être considéré, d'avoir de la notoriété, d'être considéré comme ce qu'on appelle un influenceur. D'accord. Avant qu'on en arrive là, justement, on va s'intéresser si le blogueur est juste un influenceur ou c'est un activiste ou c'est un éveilleur des consciences plutôt, on va en parler. Mais avant, déjà, dites-moi, est-ce que pour vous, un blogueur véritablement, on peut dire qu'il peut en vivre, puisque aujourd'hui, on n'a pas que des blogueurs. Au départ, c'était juste les écrits. Il y a d'autres qui disent plutôt qu'ils sont des vlogueurs, puisque eux, ils sont que dans les vidéos et tout. Est-ce que quelqu'un qui produit que du contenu vidéo, c'est aussi un blogueur, ou bien il est blogueur, mais blogueur vidéo, ou est-ce qu'il y a des spécificités au niveau du blogueur? Je pense qu'avant tout, c'est un blogueur. Oui. Et comme je le disais à l'entame, c'est dans la forme de l'expression qu'il y a une différence entre la personne qui produit du contenu éditorial, c'est-à-dire du texte, et la personne qui produit du contenu multimédia, vidéo, photo ou audio. Donc, oui, c'est vrai que dans l'appellation, dans la désignation, il y a quelques différences. On peut dire vlogueur, comme vous l'avez dit, on peut dire blogueur, on peut dire audio-blogueur et tout, mais tout ça renvoie à la même réalité qui est blogueur, qui est le nom générique. D'accord. Pendant longtemps, on a considéré les blogueurs comme étant des activistes. Est-ce que pour vous, ça résume un blogueur? Est-ce qu'un blogueur, il n'est qu'activiste? Non, un blogueur n'est pas forcément activiste. Moi, je ne pense pas qu'un blogueur soit forcément activiste. Mais pourquoi souvent c'est perçu comme cela? Oui, il y a toujours cet attachement parce que partout dans le monde, que ce soit en Occident, en Afrique, dans le milieu anglo-saxon, que dans le milieu francophone, très souvent, les blogueurs ont été souvent des voix discordantes, c'est-à-dire des personnes qui portent une opinion, des blogs sont souvent des médias d'opinion qui font de la dénonciation, qui donnent des avis, qui font de la critique généralement. Donc, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, en Afrique, au Sénégal, au Bénin, généralement, on va voir des blogueurs dans ces rôles-là. Mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est pour cela que les blogueurs sont généralement associés à de l'activisme, et c'est ce que nous faisons aussi. Par exemple, à l'Association des blogueurs du Bénin, c'est de mener des campagnes d'activisme aussi sur plusieurs sujets. Mais il y a des blogueurs qui ne se sentent pas du tout activistes, qui ne se sentent pas engagés pour quelque changement que ce soit. Si vous prenez une blogueuse ou un blogueur, pour ne pas... on va éviter de citer. Vous prenez un blogueur qui fait de la mode. D'accord. Quel type d'activisme? Lui, il ne réclame aucun activisme, il ne veut pas de changement, mais il fait... Dès qu'il commence par promouvoir le port des tenues africaines ou des tenues made in Bénin, déjà, c'est aussi une forme d'activisme. Oui, c'est une forme d'activisme, c'est vrai. Et en fait, l'activisme, c'est une prise de position. C'est une prise de position, je suis d'accord, mais les activistes... On ne peut pas résumer un blogueur à ça. On ne peut pas résumer un blogueur à ça, mais aussi, je pense que c'est à chaque blogueur de se définir comme activiste ou pas. Les activistes, même, moi je pense que même il ne revient pas même aux personnes qu'on désigne comme activistes de venir au devant de la scène et dire bon, je suis activiste. Mais il y en a qui se présentent comme ça. Voilà, c'est les médias, c'est l'opinion publique qui fait de vous un activiste. Vous êtes là, moi je ne me considère pas comme activiste, mais si participer à un changement ou participer à une mobilisation collective citoyenne pour dénoncer telle chose, faire de moi un activiste, libre aux autres de me désigner comme ça. Comme étant un activiste. Comme étant un activiste. D'accord, mais déjà, vous-même, dans la définition du blogueur, vous avez parlé de l'influenceur. Et dans d'autres pays aujourd'hui, on ne dit pas seulement blogueur. Quand il a déjà un audimat, on parle plutôt en termes d'influenceur, en termes d'abonnés sur sa page. On dit c'est un influenceur. Il influence l'opinion des uns et des autres sur des sujets bien définis. Est-ce qu'aujourd'hui, ici au Bénin, les blogueurs aussi sont des influenceurs? Oui, les blogueurs sont des influenceurs. À partir du moment où ils ont de l'audience, c'est des influenceurs. C'est forcément des influenceurs parce que le blogueur se définit par défaut par sa capacité de produire du contenu. Du texte qui interpelle, de la vidéo qui interpelle, des audios qui interpellent. Et donc, à partir du moment où vous faites ça, vous avez une audience qui vient, qui vous écoute et qui vous lit
et vous publiez un contenu du test et autres, et puis il y a quoi, je sais pas, 50, 100, 200 personnes qui viennent partager, et finalement vous vous rendez compte que le test que vous avez écrit pour vos 2000 amis ou bien pour vos 800 amis se retrouve à 10 000 amis. À 10 000 personnes lues, ou bien 15 000, 20 000 personnes lues, et ça va même dans les groupes WhatsApp, un peu partout. Et finalement, avec le temps, vous faites un nom. Les gens vous connaissent, l'opinion publique vous connaisse, et puis quand on voit votre test, on vous connaît, dit ah, telle personne. Donc vous devenez influent parce que on sait que si c'est telle personne qui a dit je partage, si c'est telle personne qui a dit je suis d'accord avec elle, parce que j'ai pris le temps de suivre et de connaître un peu la personne, connaître son opinion, sa position. Et donc à ce moment-là, vous devenez influenceur. Vous devenez éveilleur de conscience aussi, parce que parfois vous soulevez des points de vue pour réveiller un peu la population. Sur des faits de société, par exemple. Oui, c'est ça aussi le rôle de... Je pense que c'est à partir du moment où vous prenez conscience, et c'est ce que moi j'appelle la responsabilité sociale du blogueur ou de l'influenceur. Si vous avez 1000 personnes ou bien 10 000 personnes qui viennent, qui lisent vos contenus, qui lisent ce que vous écrivez, qui vous suivent, à partir de ce moment-là, il y a d'abord une prise de conscience à votre propre niveau, parce que vous devez vous dire ce que j'écris a de l'importance, a de l'impact sur les autres. Et à partir de ce moment, vous allez chercher quelque chose qui a du sens. Les choses qui ont du sens, et vous allez mettre en avant. Vous faites attention, vous filtrez de plus en plus le contenu que vous partagez. Parce que les gens vous attendent, ils veulent que vous soyez constant, que vous postez des choses qui ont du sens et tout ça. D'accord. Donc, est-ce que pour être blogueur, il faut forcément avoir un site? Parce que quand on s'en tient aux influenceurs, on a des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas blogueurs. Donc, ça veut dire qu'on peut être influenceur sans être blogueur. Mais si on est blogueur, on peut être influenceur. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre, l'autre n'empêche pas l'autre. Vous avez tout compris, parce que le blogueur, il est par définition lié à son blog, qui est son espace privé d'expression à lui. Si quelqu'un est sur Facebook, est sur Twitter ou Instagram, il est beau avoir 100 000, 200 000 personnes qui le suivent. Ça ne fait pas de lui un blogueur. Il est sûrement un influenceur parce qu'il a de l'audience et tout, qui peut même dépasser un blogueur. Mais à partir du moment où il n'a pas un espace à lui qui lui appartient, parce que Facebook fait un peu de nos contenus ce qu'il veut, parce qu'ils ont leur algorithme, ils définissent ce que nous devons voir, ce que nous ne devons pas voir, etc. Il est limité, en fait. Il est limité, donc, ce n'est pas un espace d'expression qui soit libre. Moi, je ne considère pas Facebook comme démocratique. Donc, par contre, si vous avez votre espace que vous gérez comme vous voulez, vous mettez votre contenu que vous voulez sur les réseaux sociaux, voilà, vous êtes un blogueur et c'est ça qui vous définit. Et par extension, vous pouvez être un influenceur. D'accord. Alors, le blogueur entre activisme et éveil de conscience, pour vous, véritablement, il est quoi? Il se situe où? Le blogueur, il peut se situer dans l'un ou dans l'autre cas. Je pense que ça dépend. Il ne faudrait pas qu'on l'emprisonne. Non, il ne faut pas qu'on l'emprisonne. Le blogueur, c'est quelqu'un qui doit être totalement libre par définition, par défaut. Donc, c'est à partir de la définition même que le positionnement de chaque personne il se définit en fait. Lui-même, à la fin, on pourra savoir s'il est activiste, éveilleur de conscience ou s'il est juste influenceur. Merci à vous, Maurice Tonton, d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des blogueurs du Bénin. Ainsi s'achève la rubrique Expert de ce soir qui cède place au monde agricole. Avant tout propos, je vous propose de suivre ce reportage de Guillaume Aviennou et on retrouve Estelle Pazot et son invité tout juste après. Campus de Hawaï dans la commune de Kétou, un campus de l'Université nationale d'agriculture. L'institution met sur le marché de l'emploi sa 3e promotion de diplômés en licence. 22 impétrants appelés à livrer les fruits de leurs recherches en termes d'innovation pour relever le défi de la mécanisation de l'agriculture au Bénin. Et ce ne sont pas les idées qui manquent, chacun y allant de son inspiration. Ici, une broyeuse de thé, là-bas, une décortiqueuse manuelle et motorisée d'arachide. Nous avons fabriqué cette machine pour permettre à ce que nos producteurs locaux de thé puissent l'exploiter et produire les thés de façon à la béninoise. Comment on pouvait intégrer l'utilisation manuelle
motorisés sur la même décortiqueuse. C'était ça l'idée. Donc pour pouvoir résoudre les problèmes dans les villages, dans les zones où les gens n'avaient pas les moyens d'utiliser, mais d'avoir un moteur sur les décortiqueuses ou bien non pas même de courant, mais la personne d'utiliser un moteur. Visiblement, les étudiants ont laissé s'exprimer leur génie à la hauteur des attentes des autorités de l'université, mais surtout des acteurs du monde paysan béninois. C'est des mémoires qui sont des mémoires d'un très grand intérêt et qui permettent donc aux étudiants d'arrimer leurs connaissances avec la réalité du terrain. Et je crois que ce qu'ils ont présenté sur le décortiquage de l'arachide en utilisant une décortiqueuse hybride est quand même une innovation à louer. Des innovations empreintes d'originalité, à l'instar de ce four à provendre et de ce mangeoire automatisé, et la liste est longue, des motifs de satisfaction pour les formateurs de ces étudiants. C'était l'école de machinerie agricole, mais avec les réformes, l'école alors est migrée vers une école de génie rural qui est beaucoup plus large parce qu'on offre alors aux jeunes la possibilité de se faire former non seulement en agroéquipement, mais également en spécialiste de l'infrastructure rurale et assainissement, étant donné que la plupart de nos communes ont besoin vraiment de ce type de techniciens. Actuellement, on propose donc des formations sur l'électrification rurale, qui est un domaine vraiment important pour la sous-région de l'Afrique subsaharienne. L'électrification rurale et énergie renouvelable. Une sous-région majoritairement agricole avec une technologie jusque-là moyenâgeuse et qui demande de plus en plus de volonté politique et de mécènes pour propulser le développement des pays la constituant. Machinisme agricole, une filière qui fait ses preuves ici au Bénin. Estelle Pazou a choisi de nous en parler ce soir. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Bello, comment vous allez? Très bien, merci. C'est le rouge qui gagne ce soir. Le rouge et le vert et le jaune. D'accord. Le plateau est multicolore puisque notre invité, il est en jaune aussi. Exactement. D'accord. Alors, je vous présente déjà notre invité sur ce plateau. C'est Gontran Bagan. Il est spécialiste en génie rural. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver encore, de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Alors, Estelle Pazou, je vous laisse cuisiner votre invité. Monsieur Bagan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a vu dans le reportage beaucoup de machines qui ont été conçues et fabriquées par les étudiants chez vous à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Dites-nous, est-ce que ça dit qu'il y a une petite révolution qui se prépare dans le domaine agricole chez nous au Bénin? Oui, merci beaucoup, Madame Pazou. Oui, il faut dire que le plaisir est vraiment partagé, le plaisir d'être sur votre plateau. Mais dire que c'est une révolution, je crois que c'est trop dit. En réalité, le monde agricole a besoin effectivement d'un appui technique pour pouvoir assurer son développement. C'est dans ce sens que les formateurs donnent aux apprenants des compétences nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de nos producteurs. Et ces besoins, pendant qu'ils font leur stage, les producteurs essaient donc de révéler des besoins. De partager leurs difficultés avec eux. Avec les étudiants. Oui. Les étudiants leur proposent des techniques pour pouvoir amoindrir, diminuer les difficultés dans la production agricole. Et généralement, ces besoins s'expriment par exemple par des modifications apportées à des machines qu'ils ont peut-être achetées quelque part, qu'ils ne savent pas utiliser. Les étudiants leur montrent ce qu'on peut faire pour pouvoir utiliser vraiment ces machines. Si vous me permettez, je peux continuer. Non, bien sûr, vous pouvez y aller. Je vais expliquer qu'en réalité, le machinerie agricole tel qu'on comprend au Bénin, je crois qu'il faut que nous donnons beaucoup plus d'explications. Parce qu'un machinerie agricole, un étudiant en machinerie agricole ou bien agroéquipement, on appelle les étudiants qui sont capables non seulement d'exploiter les machines pour faire les opérations culturelles, mais des étudiants qui sont capables de fabriquer des machines pour la transformation. Donc des produits, lorsqu'ils récoltent, il faut transformer. Il faut transformer pour conserver à des moments donnés. Donc ils vont fabriquer des machines pour transformer. Ils doivent être capables également de pouvoir maintenir ces machines en bon état de fonctionnement. À savoir que ce soit les tracteurs, que ce soit les charrues, que ce soit les semoirs, ainsi de suite. Que ce soit les machines de transformation des produits agricoles, ils sont capables de les maintenir en bon état. Ce qui fait d'eux donc des techniciens polyvalents. Ok. Alors, je ne vais pas dire comme Guillaume l'a
souligné dans le reportage une agriculture moyenâgeuse ou bien chez nous encore embryonnaire. Est-ce que, comme ça, ces étudiants-là ont de l'avenir? Oui, d'abord, je reviens un peu en arrière. Lorsqu'on pense que notre agriculture est moyenâgeuse, moi, je ne suis pas totalement d'accord. Parce qu'en 2015, il y a les CUMA, la coopérative d'utilisation des machines agricoles, qui a commandité une enquête. On a constaté que sur près de 2500 hectares cultivés dans le Borgo, 2000 sont cultivés à l'aide en utilisant donc des tracteurs et des machines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les producteurs vont déjà vers les techniques les plus évoluées parce qu'ils en ont besoin pour avoir beaucoup plus de rendement. Donc, l'idéal pour nous, alors en tant qu'universitaires, bien en tant qu'experts, c'est d'amener également les jeunes à s'approprier cette technologie. Regardez un peu les portables. Mais dans nos villages, Tchoumi, ça manipule les portables. Alors que ne serait-ce que la vidange de tracteurs, ils n'arrivent même pas à le faire. Et nous voyons dans les bourses des tracteurs, des cimetières de tracteurs. Et c'est honteux. Alors que nous sommes là. L'État a dépensé des millions pour que nous soyons informés. Donc nous voyons que c'est notre rôle également de pouvoir disséminer ces formations, ces compétences à nos jeunes afin qu'ils prennent en main ces machines. Et justement, qu'est-ce qui a fait que la filière est encore jusque-là méconnue des étudiants? Bien, la filière est méconnue des étudiants parce qu'on n'a pas encore une école digne du nom. C'est maintenant que les autorités ont compris, depuis il y a un peu plus de 3 ans, on a créé l'école de machinerie agricole qui est devenue aujourd'hui l'école de génie rural, qui forme vraiment des spécialités qu'il faut vraiment pour faire démarrer ce secteur agricole. Est-ce que c'est une branche uniquement réservée au génie, comme le nom de l'école l'indique, génie rural? Voilà, il faut d'abord dire que chacun de nous est un génie dans un domaine donné. Ok. Donc c'est pour dire que ceux dans le génie, ceux qui pensent qu'ils sont excellents en maths, physique, ou bien qui ont des ambitions de concepteurs, des ambitions de maintenance dans ce domaine-là. Ceux-là peuvent venir, on va les former. Nécessairement, il faut avoir le bac CDE ou bien des bacs techniques dans le domaine de fabrication mécanique, électrique, électrotechnique pour pouvoir venir en machine agricole ou bien qu'on appelle agroéquipement aujourd'hui à l'école du génie rural. Comment sont conçues les machines? C'est vrai, ça c'est une question intéressante. Les machines, pour concevoir les machines, en réalité, on tient compte des contraintes, des attentes du producteur. Il dit que j'ai besoin d'une machine. Je donne l'exemple simple. Un producteur a dit à nos appels lorsqu'il était en stage qu'il veut par exemple une décortiqueuse qui soit capable de lui donner, qu'il pourra utiliser avec la main manuellement. Au même moment, il pourra utiliser, lorsqu'il y a un bon rendement, une bonne récolte, une grande récolte, utiliser également un moteur. Donc ça veut dire de lui fabriquer une décortiqueuse qu'on appelle hybride. Donc on peut utiliser et à la main et au moteur. Et à partir de là, l'étudiant a posé le problème, on a accompagné l'étudiant dans la conception, l'étudiant a réalisé. En réalité, les étudiants qu'on vient de montrer, ce sont donc des étudiants qui ont le bac plus 3. Donc ils n'ont pas la spécialité de concevoir. Il y a les enseignants qui sont derrière pour les aider à pour les encadrer, au niveau de la conception. Mais eux, ils sont là pour réaliser. Et donc, ça a été fait. Le producteur était très content, il a applaudi, il a pris sa machine. D'accord. Ezel Pazo, si vous permettez, moi je me demande si cela n'augure pas d'une future pépinière de machines agricoles made in Bénin. Je crois que c'est exactement ça, parce que nous avons des partenaires qui viennent au Bénin et chaque fois qu'ils viennent, ils disent que c'est inédit, qu'ils n'ont jamais vu ça. Et je crois que ça nous donne vraiment beaucoup d'espoir pour ces jeunes-là. Et qui, même avant de terminer la formation, ils sont déjà demandés comme du pain. Et ça me fait vraiment plaisir que ce soit comme ça. Et c'est justement pour ça que je demandais au début que toutes ces machines en cours de fabrication, en cours de conception, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une petite révolution pour dynamiser notre agriculture en réalité? Oui, bon, on peut appeler une révolution. Ce que j'aime pas trop les forts mots, la modestie, pour aller loin. Dans la modestie. Voilà, je préfère qu'on soit modeste pour ne pas... Non, mais je crois que la question d'Estelle est pertinente en ce sens que pendant longtemps, on a dit qu'avec la mécanisation agricole, on est sûr d'avoir une agriculture beaucoup plus moderne qui satisfait toutes les populations. Donc aujourd'hui, si nous avons une main-d'œuvre locale, d'accord, et expérimentée, à même de produire les machines, c'est sûr que au niveau de l'agriculture, du secteur lui-même, cela va se faire sentir. Oui, c'est exact. Je crois que l'aspect, la mécanisation agricole, il faut quand même qu'on fasse une remarque, étant donné que
Il y a quelques années, je crois qu'il y a 5 à 10 ans, on a distribué des tracteurs à gauche et à droite partout. Et on dit que c'est voué effectivement parce qu'on était mal parti. On ne peut pas distribuer comme ça. Lorsqu'on veut faire la mécanisation de cette manière-là, il faut s'assurer qu'il y ait des spécialistes sur le terrain pour pouvoir assurer la maintenance. Merci à vous, M. Bagan. On a parlé de la conception des machines et demain, on va aborder l'aspect de l'entretien de ces machines-là. D'accord. Merci à vous, Estelle Pazou. Gontran Bagan, on rappelle que vous êtes spécialiste en génie rural. Merci à vous de nous avoir honoré de votre présence. L'heure du journal est sacrée. Amandine Agnambossou est déjà là. On se retrouve après, mesdames et messieurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La 24e rencontre des partis sur le changement climatique se poursuit en Pologne. Plus de 200 pays participent à la rencontre. L'ambiance qui prévaut à Katowice dans ce journal. La Belgique appuie le Bénin pour le renforcement des droits des jeunes filles et des femmes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Le sujet a été abordé lors du séjour au Bénin du vice-premier ministre belge. Sensibiliser sur les innovations technologiques en matière de sécurité intérieure, telle est l'ambition de la conférence qui a réuni au Bénin les acteurs et cadres œuvrant dans le domaine. « 2018 est la date butoir convenue par les signataires de l'accord de Paris pour adopter un programme de travail pour la mise en œuvre des engagements de Paris en matière de participation des délégués. La COP24 bat le record. Elle a connu la présence de figures emblématiques en matière de protection de l'environnement. La COP24 en chiffres, c'est un reportage de notre envoyé spécial William Tchoki. Chaque année, elle draine du monde. Un monde impressionnant venant de 190 pays de la Terre. 24e conférence des partis sur le changement climatique, Katowice en Pologne, la terre d'accueil des délégués, acteurs politiques, responsables d'ONG, on se bouscule au portillon pour accéder à la grande salle de conférence. Des rangs interminables pour le contrôle sécuritaire et nous voici à l'intérieur du splendide Conference Center de Katowice. Il y a plus de 28 000 personnes, dont 1500 représentants des médias. Les stands, ils sont les plus visibles. Chaque pays y va de son ingéniosité, couleur, attrait physique, gadget, tout pour attirer les milliers de visiteurs. Partout, on étale le package de technologies en matière d'énergie renouvelable, éolienne, le solaire, la biomasse, pour ne citer que ces quelques exemples. Un accent particulier est mis sur la neutralité carbone et l'égalité des sexes. La COP24 de Katowice, une conférence verte, c'en est une. Des matériaux recyclables ont été utilisés pour aménager les salles de conférence, des meubles en carton recyclé, une politique de gestion des déchets street, très peu de plastique. À cette COP, plus de 100 événements mettront en lumière les actions dans le domaine des transports, de l'eau, de l'utilisation des sols, un ensemble d'actions climatiques pour protéger la Terre. La COP24, Trump n'est peut-être pas là, mais il y a un Américain ardent défenseur de l'environnement, Arnold Schwarzenegger, l'une des figures de cette conférence sur le climat, une présence comme pour dire les États-Unis restent dans l'accord de Paris. Les droits des femmes et l'importance de la santé sexuelle et reproductive étaient au cœur d'une conférence débat animée à la Fondation Claudine Talon. Il s'agissait de mettre en lumière les efforts pour faire du féminisme actif un combat permanent pour l'émancipation des femmes. Ulvaeus Balogun, François Zissou. Un panel pour donner le pouvoir aux femmes. Du féminisme passif au féminisme actif, c'est le combat pour lequel s'engage le vice-premier ministre en charge de la coopération au développement du Royaume de Belgique, la Fondation Claudine Talon et le gouvernement. Cela en faisant de la protection des droits des femmes une priorité. Quand on regarde le nombre de femmes qui sont non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi
au niveau de l'éducation et de la formation et qu'on voit moins de femmes que les hommes. On se demande pourquoi. Les femmes peuvent se faire une place dans un monde qui leur est traditionnellement fermé. Et elles peuvent aujourd'hui acquérir ces compétences-là, c'est possible. C'est donc possible. Les droits des femmes et des filles, l'engagement est partagé. Et pour le vice-premier ministre en charge de la coopération au développement du Royaume de Belgique, le rôle assigné aux femmes manque d'ambition et demeure empreint de stéréotypes. Dans le domaine de l'émancipation des femmes, nous voyons ici vraiment un partenariat. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des partenaires qui partagent nos idées, qui veulent aussi donner les mêmes opportunités aux filles qu'aux garçons, qui veulent aussi que la violence sexuelle s'arrête et qui croient à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour donner les mêmes opportunités aux hommes et aux femmes, il faut miser sur la santé sexuelle et reproductive. Un enjeu qui allie également les technologies de l'information et de la communication. La santé, je voudrais dire, ne peut plus se développer sans l'éthique. Déjà par rapport aux informations de sensibilisation, vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, un des moteurs essentiels pour véhiculer les messages les plus clés par rapport au système de prévention, de prise en charge, d'information sur la santé, passe par l'éthique. Ne pas passer par là, notamment par rapport à la santé de reproduction des adolescents et jeunes, serait une grosse perte. L'engagement est ainsi pris pour que chaque citoyen soit un acteur du féminisme actif. Les innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité, voilà le thème de la deuxième conférence sur la sécurité intérieure au Bénin. Objectif, contribuer à la sensibilisation sur l'importance des innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité. Reportage Enoch Rompati, Bénédicte Poisson. La libre circulation des personnes et des biens incombe en premier lieu à l'État. Et pour y arriver, cela passe forcément par la mise en place et le renforcement de la sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, aujourd'hui, se modernise grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La sécurité ne doit plus être l'affaire des seuls hommes en uniforme. Nous voulons réfléchir sur la contribution des nouvelles technologies. Puisque nous sommes dans la modernité, qu'est-ce que les nouvelles technologies de l'information et des communications peuvent apporter de façon concrète à la réalisation des objectifs sécuritaires dans le pays. Donc cet atelier nous permettra de jeter les bases afin de faire des propositions concrètes au gouvernement. Mais cette sécurité intérieure ne serait une réalité sans une franche collaboration de la population, ce qui passe sans doute par l'utilisation des innovations technologiques. Pour se familiariser davantage avec ces outils, les premiers acteurs et les experts sont ici réunis pour débattre autour du thème « Les innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité intérieure ». Dans le cadre de la coproduction de la sécurité, je voudrais demander à tout un chacun de prendre un minimum de précautions. Le 166, qui est un numéro ouvert au public et qui est gratuit, doit pouvoir être exploité au maximum. Malheureusement, il y a certains qui continuent de faire rétention d'informations. Dans cette période de fin d'année qui s'annonce, n'hésitez pas à dénoncer tout comportement suspect. Nous sommes prêts à réagir efficacement et promptement. Cet exercice auquel se prêtent ces acteurs et participants est à sa deuxième édition. Le concept coproduction de la sécurité intérieure par les innovations technologiques est une initiative du gouvernement béninois et fortement soutenue par la fondation allemande Ansaidel. Pour tout citoyen d'un pays démocratique, la problématique de la sécurité ne doit plus être considérée comme une affaire seulement des forces régaliennes, mais plutôt devrait être partagée et assumée par toutes les parties prenantes, d'où le concept de la coproduction de la sécurité. En conséquence, nous osons espérer que la dynamique enclenchée sera poursuivie pour le bien-être des populations béninoises. La Fondation Ansaidel, que je représente ici, pour sa part, vous renouvelle sa disponibilité. À l'ère de la modernité et de la dématérialisation, l'utilisation des innovations technologiques pour assurer la sécurité des citoyens est plus qu'impérieux.
Hors du Bénin, le Togo devient membre de l'Africa Finance Corporation, principal investisseur dans les infrastructures en Afrique. Il devient ainsi le 20e membre de l'organisation panafricaine. L'adhésion du Togo à l'AFC en fait également le 12e État membre d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Ghana, la Sierra Leone, la Gambie, le Libéria, la Guinée, le Tchad, le Cap-Vert, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, l'agriculture va bénéficier d'un budget de 201 milliards de francs CFA en 2019, soit 4% de plus qu'en 2017. Cette hausse devrait permettre de renforcer la contribution de l'agriculture à l'économie sénégalaise et conforter les performances du secteur agricole enregistrées en 2018. La production céréalière a ainsi grimpé de 47% par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années à 2,73 millions de tonnes. Pour le Sénégal, l'année 2019 pourrait être celle de la réalisation de l'objectif de l'autosuffisance rizicole. Le pays qui a récolté 1,13 million de tonnes de la céréale cette année espère en effet produire 1,6 million de tonnes de riz par dit, un niveau record. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et oui, merci à vous, Amandina Agnambossou, de l'avoir si bien présenté. C'était un plaisir de vous voir à l'antenne. Le plateau du grand rendez-vous se poursuit et à présent, nous démarrons avec Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir qui s'intéresse au rôle et au fonctionnement du côlon. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de Yasmine Damata. Il est une partie importante du corps humain. Le côlon, cet organe situé dans la cavité abdominale, peut mesurer jusqu'à 1,5 m de long pour 4 cm de diamètre, avec un volume de moins de 2 litres. Le côlon est presque inconnu du citoyen béninois. qui apparaître au normal. Non, le côlon, je ne le connais pas. Ça sert à quoi? Le côlon, c'est biologique, c'est par rapport aux intestins grêles, aux gros-intestins, pour pouvoir débuter, pour pouvoir évacuer. Le côlon, ça vous mentir, je ne connais pas exactement la définition. Je peux dire que le côlon a rapport avec le tube digestif. Je peux dire que le côlon a rapport, peut-être que le côlon joue même le même rôle que les intestins dans l'organisme. Le côlon est l'organe qui facilite l'évacuation convenable des selles. Il se dispose en 4 segments et peut être responsable de plusieurs maladies. Les brûlures de l'intestin, la diarrhée, le côlon irritable, le colite, le cancer du côlon, la rectocolite hémorragique, la diverticulose, le mégacolon toxique et bien d'autres. Pour certains médecins, les problèmes liés à cette partie du corps ne doivent pas être pris à la légère. Voilà, merci à vous Yasmine Damata pour ce reportage qui nous situe davantage sur le côlon. Heureuse d'annoncer, comment vous allez? Je me porte bien, Agnat Bello. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Partagé. À vos côtés, nous avons le colonel Rodolphe Villon. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes hépato-gastro-entérologue et proctologue. Exactement. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On parle du côlon. Heureuse d'annoncer. Tout à fait. On a eu Yasmine Damata qui nous a fait un petit élément là-dessus. On a eu l'avis des citoyens sur le sujet. Est-ce que le citoyen lambda connaît le côlon? Votre avis sur la réponse d'un certain nombre de personnes interviewées? Pour certains, ça a rapport au tube digestif. Pour d'autres, bon, ça doit jouer le même rôle que l'intestin. Expliquez-nous un peu les choses. Qu'est-ce que le côlon? Le côlon, si on va le situer, oui, c'est bien sûr une portion du tube digestif compris entre le grêle. Le grêle, c'est le petit intestin. Le côlon est appelé donc
aussi le gros gros intestin. Ah donc oui, hein. c'est situé. C'est bien gros quand même. Selon ce qu'on nous a appris à l'école, au cours primaire, c'est le gros intestin. Exactement. Donc là, il est bien situé entre le petit intestin qui est le grêle et puis le rectum. Ok. Ça, c'est vraiment une portion donc, du tube digestif. Donc, le citoyen lambda qui a su quand même dit que... Ça rapporte au tube digestif, n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il a bien répondu. Il a bien répondu. Mais quel rôle le côlon joue dans notre organisme? Le côlon, au fait, joue un triple rôle. Il essaie donc de terminer l'absorption de l'eau, des électrolytes et puis donc des acides biliaires qui n'ont pas pu être absorbés par le petit intestin. Ça, c'est la première fonction. C'est achever le travail qui n'a pas été terminé par le petit intestin. Ok. Et ce rôle est joué pour limiter les pertes d'eau et de ces électrolytes qui sont importants pour notre organisme. D'accord. Et le deuxième rôle? Le deuxième rôle, c'est d'assurer la fermentation des résidus glucidiques. Donc, glucides, c'est tout ce que ce soit donc, les tubercules, le riz, plusieurs aliments. C'est la base donc, de notre alimentation, bien sûr. Oui, c'est les glucides. Les résidus issus donc, de la digestion qui passent donc, dans le côlon seront fermentés par le côlon et transformés donc, en énergie, aussi bien pour le côlon que pour notre propre organisme, parce qu'on en a besoin. Ok, donc si je comprends bien, le côlon n'est pas là uniquement pour envoyer les déchets vers le rectum ou bien vers l'anus. Vers l'anus. Non. Ok. Non. C'est ce qu'on croit le plus souvent. Exactement. On n'oubliera pas le troisième rôle. Très bien. Le troisième rôle, ça fait partie toujours donc, de son fonctionnement. C'est de stocker les résidus de la digestion dans l'intervalle des exonérations ou bien dans des défécations. Donc, entre donc, les selles, il essaie donc de stocker ces résidus-là pour... Et c'est quand il est plein qu'on a envie d'aller au cerf? Très bien. D'accord. C'est ça. C'est à peu près donc le troisième rôle. Le troisième rôle. Mais à travers les recherches, on a appris que nous avons un côlon gauche et un côlon droit. Est-ce que tout ça se retrouve dans le même organisme et puis c'est à la même place et ça joue le même rôle? Oui, ça c'est des segmentations. Okay. Mais pour bien donc, les segmenter, il y a plusieurs. Il y a des segmentations donc, chirurgicales, des segmentations donc, un peu plus donc, médicales. Là, quand on prend donc, le côlon, comme ça a été montré sur l'image là, il y a donc là le côlon. On commence toujours donc, par le côlon droit. Et le côlon droit, donc, c'est l'abouchement de la dernière partie donc, de l'intestin grêle. D'accord. Et puis, donc, le côlon droit monte. D'autres vont vous parler donc, de l'angle droit. Et puis, donc, de l'angle droit, on passe donc, au côlon qui est au milieu, qui est le segment qui est au milieu, qui est le segment transversal. Donc, on parle donc, du côlon transverse. Et du côlon transverse, on va parler donc, de l'angle maintenant encore gauche. On descend maintenant au côlon gauche. Et puis, du côlon gauche, on a une portion donc, du côlon gauche qui est le côlon sigmoïde, qui a un rôle très important donc, dans... C'est là où se stockent donc, les matières. C'est le réservoir donc, des matières. Quand c'est plein, ce côlon sigmoïde déverse donc, les matières dans le rectum. Et là, l'envie donc, de faire les selles naît. Pas donc... les nerfs et puis donc les hormones qui sont sous ses contrôles. D'accord. On nous dit également qu'à travers la qualité ou l'aspect de nos selles, on peut connaître l'état de notre côlon. Est-ce réel? C'est une très bonne question. C'est vrai. Mais connaître l'état donc, de notre côlon, je ne peux pas
vous le dire à 100%. D'autant plus que ce n'est pas visuel. Maintenant, l'état donc des selles, ce serait apprécié donc individuellement. L'autre va dire, mes selles sont bonnes. Mais bien sûr, les selles doivent être moulées à la sortie et puis avoir une couleur qui dépend donc de ce que nous avons mangé. Mais la couleur jaunâtre est importante pour définir que la bile a assuré cette digestion donc jusqu'à la fin. La couleur jaunâtre. Donc les selles, quand on prend donc une sauce donc de tomate et qu'on mange donc la pâte, disons notre pâte donc béninoise, les selles sont de couleur jaunâtre. N'est-ce pas? C'est l'heure du repas pour beaucoup de personnes. On va éviter de revenir à chaque fois. Non, tout ça leur permettra de savoir déjà ce qu'il y a dans leur assiette. C'est ça même. Comment ça va finir. Mais à travers le reportage, Yasmine Damanta, on va revenir sur certains sujets les fois à venir, mais là, Yasmine Damanta a parlé de la longueur du côlon. On apprend souvent que pour certains, le côlon est beaucoup plus long. Pour d'autres, c'est beaucoup plus gros. Est-ce à dire que chaque organisme avec sa structure du côlon? Exact. Je pense que ceux qui ont énoncé donc ces propos, bien ceux qui ont parlé comme ça, ils n'ont pas trop tort. En fait, nous sommes individuellement constitués différemment. Et par rapport à la longueur et à la taille donc de nos côlons, c'est pas la même chose. On peut être donc de même famille, nés donc du même père et de même mère, et avoir donc des côlons de longueur différente et de taille différente. On peut mettre des jumeaux et ne pas avoir les mêmes côlons. Exactement. Et qu'est-ce qui justifie cela? En fait, si on va rentrer un peu donc dans le fonctionnement, ceux qui ont donc un long côlon mettront donc du temps et des jours à aller à la selle que ceux qui ont un côlon court. Oui, parce que la longueur, disons la distance est longue. Donc là, les résidus donc, de la digestion vont parcourir donc une longue distance avant d'être émises sous forme donc de matière fécale. Donc ne pas aller souvent au sel n'est pas forcément une constipation. On ne doit pas s'inquiéter en tant que tel. Non, on doit s'inquiéter. Il faut que donc l'art des explorations donc soit faite, et surtout si la personne donc si c'est depuis la naissance et que la personne donc met plus du temps, peut-être il met 2, 3 jours, 4 jours pour aller à la selle, ou bien peut-être c'est 2 jours et il te dit oui fréquemment je mets 2 jours pour aller à la selle. À partir de 2 jours, il faut déjà s'inquiéter, c'est ça? Non, on ne va pas s'inquiéter pour quelqu'un. En fait, il faut tenir compte de la faim. Quand cette personne donc, met les 2 jours, 3 jours, et elle y va, et elle est satisfaite donc, de sa défécation, elle fait les selles comme si vraiment, donc, c'est que ça sort beaucoup. Elle a vidé son côlon. Là, et elle se lève heureuse. Ça, ce n'est pas donc encore une constipation, c'est relatif à la longueur donc, de son côlon. Il y a donc des côlons aussi donc, qui sont donc, les côlons longs, on appelle donc dans notre jargon dolichocolons. Les côlons qui sont donc de grosse taille, de gros calibre, on appelle donc ça donc, les mégacolons. Donc, essayez donc de voir à chacun son côlon. Et puis, maintenant, au fait, quand on dit des définitions donc, de constipation qui disent que oui, c'est quand on va à la selle moins de 3 fois dans la semaine qu'on peut parler donc de constipation. Oui, cette définition est relative, surtout quand on fait donc la coloscopie, on fait l'examen du côlon, on apprécie la longueur et on apprécie comment l'intéressé décrit ses selles. S'il dit je suis satisfait, je n'ai pas de soucis, je fais 3 jours, mais quand j'y vais, je suis satisfait, là, ce n'est pas une maladie, c'est relatif à son organisme. Donc, quand c'est naturel, c'est normal, c'est de façon répétée, on peut ne pas s'inquiéter. Mais quand on a l'habitude d'aller peut-être à la selle très fréquemment, chaque jour ou tous les 2 jours, et que quelques jours après, on constate que bon, là, il y a plus de distance, là, on peut s'inquiéter. Là, on doit s'inquiéter. Et aller consulter pour voir clair dedans. Est-ce que connaître un peu donc les causes. Là, c'est important. Et on va revenir sur certainement que vous me dites que c'est terminé, n'est-ce pas? Oui, voilà, on va revenir avec les selles pour ce soir. Pas les selles, pas avec le côlon. On va revenir sur le sujet pour parler beaucoup plus des maladies.
liées au côlon. D'accord. Des maladies liées au côlon, on en parle une autre fois avec Heureuse Danondé et son invité. Toutes nos excuses. Parfois, il n'y a pas d'autres mots pour le dire. J'aurais aimé trouver d'autres mots pour le dire pour vous, mesdames et messieurs. Nous passons à présent à une autre rubrique. On fait la revue de l'actualité web. Le Bénin et l'Estonie renforcent les liens de coopération dans le domaine du numérique. La présidente de l'Estonie, Kertzi Kaljulaid, effectue une visite officielle au Bénin depuis hier soir. D'après le site de l'information, l'événement précis, il y aura signature de partenariat entre E-Gouvernance, Académie de Tallinn et la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Ce sera également l'occasion pour le Bénin d'emboîter le pas à l'Estonie qui est un maillon important de la gouvernance du numérique en Europe. Des experts internationaux entretiennent des cadres béninois sur les partenariats publics-privés. Au cours d'un séminaire de formation, ils partagent avec les participants des outils nécessaires pour leur permettre d'améliorer leurs performances dans la préparation et l'opérationnalisation des projets de partenariat public-privé. C'est une initiative de la Banque mondiale qui entre dans le cadre de la structuration et la mise en place de cadres institutionnels des partenariats publics-privés. Les 1000 milliards investis par le Cameroun pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sont partis en fumée. Les autorités camerounaises expriment leur mécontentement face à la décision de la CAF de leur retirer l'organisation de la CAN. Selon les propos du ministre du Tourisme et des Loisirs, le gouvernement a engagé des travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles infrastructures routières. Des démarches ont été entreprises pour les frais de visa, de l'hébergement, du transport de plus d'1 million de touristes. Aux dernières nouvelles, le Cameroun va organiser la compétition d'Afrique en 2021. Une dernière information pour boucler l'actualité sur la toile. L'Afrique du Sud n'est plus en récession économique. L'annonce a été faite hier par l'Institut national de la statistique. Selon les experts, les réformes dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture, des transports a renforcé la confiance dans le rang des investisseurs. Le produit intérieur brut du pays avait reculé de respectivement 2,6% et 0,7% au premier et deuxième trimestre de 2018 pour éviter une nouvelle dégradation de la note financière de son pays. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé en septembre un plan de relance de l'économie via le développement du tourisme et un vaste programme d'infrastructures. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour l'actualité sur la toile. À demain donc pour d'autres informations. Merci à Fulgencio Routondi pour cette revue de l'actualité web. Le rappel de la météo à présent pour amorcer la descente.
Voilà, bonsoir aux populations de Sakété. Pour vous qui venez de nous prendre au vol, le rappel des titres avec l'expert du jour. On s'est intéressé au rôle du blogueur dans la société. Et pour Maurice Tonton, c'est un rôle qui est très important aujourd'hui au Bénin. Le côlon, un organe dont on ignore souvent l'importance. Heureuse d'annoncer et son invité sont revenus justement sur le mode de fonctionnement de cet organe-là qui nous est si cher. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale du bénévolat. Avec autant savoir, on s'est plongé dans le monde des bénévoles du Bénin. Le monde agricole nous a emmenés à la découverte d'une filière qui fait ses preuves au Bénin, le machinisme agricole. De quoi s'agit-il? Eh bien, suivez encore cette émission pour le savoir. C'est toujours un plaisir, vous le savez, d'être en votre compagnie. Notre instant citation à présent, c'est une citation de Martin Luther King et elle dit ceci: la valeur d'un homme ne se mesure pas lorsqu'il est dans une situation de confort, mais lorsqu'il se trouve dans une situation de difficulté et de controverse. La valeur d'un homme ne se mesure pas lorsqu'il est dans une situation de confort, mais plutôt lorsqu'il se trouve dans une situation de difficulté et de controverse. Bonsoir chez vous et merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous.